1. Vivre au-dessus de ses moyens. La majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens sans même s'en rendre compte. Quand on lance le dernier iPhone, par exemple, on voit des individus dépenser des sommes qui équivalent à plusieurs mois de leurs revenus pour acquérir le dernier modèle. Et pourtant, leur appareil actuel fonctionne encore très bien. Et ce qui est vraiment déplorable, c'est que cela est très souvent motivé par une quête de statut plutôt qu'un réel besoin. De même, des gens pourraient faire des économies de taille avec leur loyer, car la plupart des gens dépensent plus de la moitié de leur salaire dans des appartements, alors que des habitations plus modestes répondraient aux besoins. Je me rappelle d'un investisseur à succès qui avait raconté comment, avec un salaire de plus de 4 000 €, il vivait encore dans sa chambre d'étudiant avec sa femme parce qu'il avait pour but d'économiser pour lancer son affaire. Bien sûr, ses amis n'ont pas compris son comportement et se sont même moqués de lui en disant qu'il était vraiment un gros radin. Mais aujourd'hui, il vit dans une villa de plusieurs milliers d'euros avec sa femme et ses enfants parce qu'il peut s'offrir cela, tandis que ses amis sont toujours dans leurs appartements exorbitants qui coûtent la moitié de leur salaire. Pour atteindre la liberté financière, il est donc primordial de réévaluer nos comportements de consommation et de résister à la tentation de suivre un mode de vie insoutenable. Une bonne santé financière découle d'une éducation financière approfondie, d'une évaluation sincère de notre situation et d'un engagement à adopter un mode de vie équilibré et durable. 2. Ne pas épargner pour l'avenir. L'une des pires erreurs que vous puissiez faire est de ne pas épargner pour votre avenir. Car sans épargne, il n'y a pas de filet de sécurité pour les imprévus, ni de fondation pour bâtir un avenir serein. Si on souhaite véritablement atteindre l'indépendance financière, mettre de l'argent de côté doit devenir une pratique aussi naturelle que de respirer. Cela signifie par exemple que lorsque vous recevez votre salaire, la première action à entreprendre devrait être de vous payer vous-même, comme le dit Robert Kiyosaki dans Père riche, Père pauvre. Se payer soi-même consiste à mettre de côté une part de vos revenus avant de penser à payer vos factures ou vos loisirs. Pour épargner efficacement, commencez par fixer un pourcentage de votre revenu mensuel à mettre de côté. Même un petit montant, comme 5 ou 10%, est un bon début. Automatisez ce processus en mettant en place un virement automatique vers un compte d'épargne dès que votre salaire est là. Ainsi, vous ne serez pas tenté de dépenser ce que vous avez résolu d'économiser. Une autre technique consiste à appliquer la méthode de l'arrondissement. Chaque fois que vous faites un achat, arrondissez le montant au nombre entier supérieur et mettez la différence dans vos économies. Par exemple, si vous dépensez 3,50 € pour un café, arrondissez à 4 € et mettez les 50 cents restants dans votre épargne. Enfin, réévaluez régulièrement votre budget pour identifier et éliminer les dépenses superflues. L'argent économisé peut être redirigé vers votre épargne. En restant cohérent et en traitant l'épargne comme une priorité, vous construirez progressivement un capital qui assurera votre sécurité financière et vous rapprochera de la liberté financière. 3. Ne pas utiliser le crédit de manière irresponsable. Personnellement, je privilégie l'épargne et l'investissement comme voie d'utilisation de l'argent. Ça me donne une base solide et peut rapporter plus d'argent avec le temps. Mais il est vrai que pour de grands projets, comme l'achat d'une maison ou la mise en route d'une affaire, il peut être nécessaire de prendre un crédit. Cependant, il faut bien réfléchir avant de s'endetter. Prendre un prêt doit servir à financer quelque chose qui va rapporter plus que ce que ça coûte, pas juste pour des achats du quotidien. Si on achète des choses qui perdent de la valeur ou qui ne rapportent rien, on se retrouve avec des intérêts à payer et rien en retour. Donc, si on doit emprunter, il vaut mieux que ce soit pour un investissement. Par exemple, si on prend un crédit pour acheter un appartement et qu'on le loue, l'argent du loyer peut aider à rembourser le prêt. Plus tard, cet appartement peut même valoir plus cher et si on le vend, on aura gagné plus que ce qu'on a emprunté. Ainsi, si on emprunte, il faut que ça soit pour quelque chose qui nous enrichit à la fin, pas juste pour acheter des trucs qu'on va devoir payer plus cher à cause des intérêts. 4. Ne pas investir. Ne pas investir est souvent une erreur coûteuse, spécialement à long terme. Imaginons que vous décidiez de garder 1 000 € sur un compte d'épargne traditionnel
qui offre un faible taux d'intérêt, disons 0,5% par an. Sur 10 ans, en tenant compte de l'intérêt composé, cet argent ne croîtrait qu'à environ 1050 €. Cependant, considérez maintenant l'effet de l'inflation qui réduit le pouvoir d'achat de l'argent avec le temps. Avec un taux d'inflation moyen de 2% par an, ce qui est assez conservateur, le pouvoir d'achat de vos 1000 € diminuerait, rendant vos 1050 € en réalité moins précieux qu'au moment de votre dépôt initial. D'un autre côté, si vous aviez investi ces 1000 € dans un portefeuille diversifié de placements, par exemple des actions, qui historiquement offrent un rendement moyen plus élevé, disons autour de 7% par an en moyenne, après 10 ans, vous pourriez avoir environ 2000 € en tenant compte de l'intérêt composé. En investissant, vous ne luttez pas seulement contre l'inflation, mais vous augmentez également la valeur réelle de votre argent. Cela requiert une certaine tolérance au risque et une stratégie d'investissement bien pensée, mais l'histoire montre que c'est l'une des meilleures façons de faire croître votre patrimoine sur le long terme. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et investir sur les marchés financiers comporte un risque de perte du capital. Il est donc crucial de se renseigner et potentiellement de chercher conseil auprès d'un professionnel de l'investissement. 5. Ne pas avoir un fonds d'urgence. Ne pas avoir un fonds peut vous coûter vraiment gros, car il est essentiel pour couvrir les dépenses imprévues ou les pertes de revenus soudaines, sans avoir à contracter des dettes à des taux d'intérêt élevés. Je me souviens d'un homme qui pensait qu'il n'avait pas besoin d'un fonds d'urgence. Il vivait avec son salaire du moment, en comptant sur sa capacité à continuer à gagner de l'argent sans interruption. Tout fonctionnait bien pour lui jusqu'à ce qu'un jour, soudainement, il perde son emploi. Heureusement, il a reçu une indemnité de licenciement, ce qui lui a permis de vivre pendant 3 mois. Pendant cette période, il a utilisé cet argent pour couvrir ses dépenses quotidiennes tout en cherchant activement un nouvel emploi. Cependant, une fois les 3 mois écoulés, il n'avait toujours pas trouvé de travail et l'absence de fonds d'urgence a commencé à peser lourdement sur lui. Sans revenu ni épargne de secours, il s'est retrouvé face à des choix difficiles. Soit il devait emprunter de l'argent, probablement à des taux d'intérêt élevés, soit il devait vendre ses biens personnels, souvent à perte, pour garder la tête hors de l'eau. Cette situation aurait pu être grandement atténuée s'il avait mis en place un fonds d'urgence. En mettant de côté une petite partie de son revenu lorsqu'il travaillait, il aurait eu une réserve pour s'appuyer pendant la période de recherche d'emploi, lui évitant ainsi le stress financier et émotionnel causé par l'incertitude de ne pas savoir comment il allait payer ses factures ou subvenir à ses besoins. Donc, si vous travaillez, essayez de mettre 4 à 6 mois de votre salaire de côté pour un fonds d'urgence. 6. Ne pas faire de budget. Un budget est un outil essentiel pour gérer efficacement son argent. Cela ne signifie pas se priver de tout plaisir ou de jouissance de la vie, mais plutôt d'assurer que chaque euro dépensé contribue à un bien-être à long terme. Avec un budget, vous pouvez allouer des fonds à vos dépenses nécessaires comme le logement, la nourriture et le transport, tout en mettant de côté de l'argent pour vos loisirs et passions. Cela permet d'équilibrer les besoins immédiats avec les plaisirs et les économies pour l'avenir. Un budget vous aide également à éviter les dépenses impulsives qui peuvent sembler anodines au moment de l'achat, mais qui s'accumulent avec le temps pour devenir une source significative de gaspillage. L'utilisation d'argent liquide peut être une technique budgétaire particulièrement efficace. Par exemple, retirer une somme d'argent définie pour vos dépenses hebdomadaires vous donne une limite visuelle et tangible. Cela peut rendre plus réelle la quantité d'argent dépensée, car vous voyez physiquement l'argent quitter votre portefeuille, contrairement à l'utilisation d'une carte bancaire qui peut parfois sembler moins réelle. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.